Bonjour, bienvenue dans Tinker Jaune. Donc voilà, on est déjà à la 12e émission. On est très content de vous retrouver. Vous savez, nous sommes un média citoyen, donc nous sommes deux Gilets jaunes de Belgique et on veut partager nos rencontres, toutes nos découvertes humaines qu'on fait à chaque sortie avec vous, et on veut susciter le débat démocratique. Les gens se demandent parfois comment on choisit nos interviewés. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment parler de tous les sujets qui interpellent les citoyens, en fait. Et notamment le fait que on peut considérer que, voilà, depuis 2 siècles surtout, il y a beaucoup d'évolutions technologiques. Ces évolutions technologiques, évidemment, apportent beaucoup de confort matériel. Mais on peut parfois les interroger sur les conséquences qu'elles ont et sur le sens qu'elles ont aussi. Aujourd'hui, on voulait aborder un sujet un peu spécial à propos de la 5G. Christine, notre invitée aujourd'hui, elle est électro-hypersensible. Bonjour Christine. Bonjour Marcos. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour ta présentation personnelle ? En fait, j'avais une vie comme tout le monde en 2020. Et à la fin du premier confinement, en fait, ma vie, elle a basculé d'un jour à l'autre. Je commençais à avoir des symptômes d'électro-hypersensibilité et en fait, j'étais très fatiguée, etc. J'avais des maux de tête, des problèmes de concentration. Et en fait, tu te dis, je suis dans un mauvais rêve, je vais me réveiller. Et en fait, non. C'est un peu à vie. Et donc, du jour au lendemain, je suis passée d'une militante, parce que je suis une militante de longue date, de plus de 10 ans. Je suis passée de quelqu'un qui luttait pour les autres à devoir lutter pour ma propre survie. Et donc ça, c'était quand même c'était un peu rude. Et ce qui était difficile aussi, pour moi, une des choses les plus dures, c'est que en fait, j'étais éloignée des barricades. J'ai été éloignée de tous mes camarades de lutte, et qu'en fait, oui, beaucoup de gens n'ont pas toujours bien compris, et on s'est trouvé un peu seul, parce que c'est vrai que pour les électro-hypersensibles, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui luttent que les gens qui sont eux-mêmes électro-hypersensibles. Et donc voilà, c'était le début d'une autre histoire. Et au niveau plus personnel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce que tu es Moi, je suis comédienne de formation, de métier. Et donc, j'ai dû arrêter mon métier. J'ai dû tout quitter, en fait. J'ai dû quitter ma maison à Bruxelles, mes amis, ma famille, et je ne pouvais plus travailler. Au début, encore un tout petit peu, mais je voyais à chaque fois que je travaillais que j'étais pas bien pendant plusieurs semaines, et donc à un certain moment, j'ai vraiment dû arrêter. Peut-être déjà rappeler un peu au niveau technique, donc ce que c'est la 5G, parce qu'on en parle beaucoup, mais donc il y a beaucoup d'ondes dans notre vie moderne, donc les ondes radio. En Belgique, on a moins les ondes de télé, mais voilà. Ce sont toutes des ondes électromagnétiques, donc l'électromagnétisme, c'est simplement l'électricité, mais donc il y a différentes variétés d'ondes et donc la dernière en date qu'on a utilisée pour les communications GSM et surtout de données, d'échange de données, Internet et tout, c'est la 5G. Donc tu peux un peu nous expliquer un peu tout ça ? Oui, donc en fait, au niveau des ondes, nous avons les basses fréquences, c'est l'électricité, c'est les 50 Hz, et puis nous avons les hautes fréquences. Les hautes fréquences, c'est tout ce qui est GSM, Bluetooth, Wi-Fi, donc tout ce qu'envoient les antennes et aussi les objets connectés. Donc tout ce qui est de cet ordre-là, c'est des hautes fréquences. La 5G, en fait, a différentes phases. Donc d'abord, on reste sur les fréquences de la 4G et de la 3G, qui sont plutôt autour de 700-800 Hz. Et puis on va monter jusqu'à des ondes millimétriques. En fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà,
en fait, je voudrais vous montrer un dossier où on va bien sûr mettre en lien dans la description. Donc, c'est un dossier de On.Brussels. On.Brussels, c'est Wendy de Emtin et Charles Six qui sont, donc elle est physicienne, lui est conseiller communal à Watermal, à Woluwe-Saint-Lambert. Et donc, c'est un peu une explication sur qu'est-ce que c'est la 5G et quels sont les mythes autour de la 5G. Parce que souvent, on nous dit, oui, mais la 5G, ça va rayonner beaucoup moins, etc. En fait, la 5G, ça vient en plus de la 3G et de la 4G. Ça augmente en fait l'électrosmog, donc la pollution électromagnétique dans notre environnement. Une fois qu'on arrive à des ondes qui sont plus courtes, parce que donc on monte dans les hertz, on va avoir besoin de beaucoup plus d'antennes. Donc il y en a qui parlent des antennes tous les 100 à 200 mètres partout dans les villes. Oui, parce que c'est plus puissant, mais donc le rayon d'action est plus court, oui, et donc il faut plus d'antennes, quoi. Voilà. Donc, il faut dire aussi qu'il n'y a pas eu d'études sur la 5G. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que les ondes électromagnétiques artificielles, en général, sont mauvais pour la santé. On a plein, des milliers d'études qui parlent de ça. Par rapport à la différence entre les ondes qui sont par exemple à 700-800 Hz et ceux qui sont millimétriques, en fait on n'a quasi aucune étude là-dessus, ou très peu d'études là-dessus. Donc en fait le principe de précaution n'a pas du tout été respecté. Donc le principe de précaution, qui est un principe européen, qui dit qu'avant de lancer quelque chose sur le marché, il faudrait vraiment faire une étude pour voir si ce n'est pas nocif pour la population. Comment se rendre compte qu'on peut avoir des problèmes liés à l'électrohypersensibilité? Enfin, quels sont les symptômes? Voilà. Et quel est peut-être ton parcours à toi? Je ne sais pas. Voilà. Donc moi, par exemple, je suis devenue électrohypersensible. En fait, j'avais déjà des symptômes précurseurs depuis quelques années. Je commençais à avoir des problèmes de sommeil alors que je n'ai jamais eu de problème de sommeil de ma vie. Et depuis, avant de vraiment déclarer de manière aiguë l'électrohypersensibilité, je commençais à ne plus bien dormir, à me réveiller à 3-4 heures du matin, ne plus savoir m'endormir, à être très fatiguée, souvent devoir m'endormir pour faire une sieste la journée. J'avais aussi de temps en temps des acouphènes. Et voilà, je me disais, ok, c'est ça, c'est la vie qui est stressante. J'avais des problèmes d'immunité, d'inflammation. Et donc, quand on devient électrohypersensible aiguë, quand on se trouve dans les ondes, on a des maux de tête, un peu comme j'ai la tête comme un étau, j'ai la tête comme un seau, comme on dit parfois. Avoir l'impression d'avoir la tête comme un seau, avoir une sensation très désagréable. En fait, on se sent mal. C'est comme si on avait la grippe un peu. On se sent... des nausées ou... On a parfois des nausées, on a des sensations d'angoisse, on a des sensations de déprime, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à trouver ses mots, on commence à avoir des problèmes de mémoire courte. Quelqu'un te dit, tiens, voilà, tu me ressonnes dans 5 minutes, t'as oublié 5 minutes plus tard. Etc. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Des arythmies cardiaques. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à beaucoup travailler sur l'ordinateur, notamment quand j'ai fait le montage de mon documentaire dans le Wi-Fi chez moi, eh bien, j'avais des tachycardies. Et donc j'ai été chez le médecin, chez le cardiologue en disant voilà, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai des tachycardies, je me demande vraiment si j'ai pas de problème de cœur. Il m'a examiné le cœur, il m'a dit non, tout va bien, oui, tu as des petites anomalies qui sont génétiques, mais j'avais rien de grave.
Et donc, en fait, chaque fois que je me trouvais devant l'ordinateur, j'avais le cœur qui battait très fort et une sensation vraiment très, très désagréable. Et donc, bien sûr, aussi une fatigue anormale, nausées, sensation de brûlure parfois, etc. Donc, si on a ça, et surtout quand on se trouve dans un lieu où il y a beaucoup d'ondes, il faut peut-être aller vérifier quand on va dans un lieu où il n'y a pas d'ondes si les symptômes disparaissent. Maintenant, il faut savoir que certains symptômes vont apparaître assez rapidement et vont disparaître assez rapidement. D'autres symptômes mettent parfois des heures ou parfois même des mois à disparaître si on se trouve dans ce qu'on appelle une zone blanche. Par exemple, quand on a des problèmes de mémoire, moi ça m'a pris, donc quand je suis arrivée ici, j'avais des problèmes de mémoire graves, je ne retenais pas plus qu'un chiffre. Je me souviens, j'ai dû m'enfuir de Bruxelles en camping-car. J'ai été me réfugier dans la forêt chez quelqu'un, donc j'avais quand même accès à l'électricité que je devais mettre à la terre le plus possible parce que sinon je ne supportais vraiment pas. Et donc j'avais des problèmes de mémoire graves parce que je refaisais un peu le plancher de mon camping-car et je devais retenir 2 chiffres. J'y arrivais pas. Je devais vraiment le noter. Alors qu'avant, j'avais une mémoire mais terrible. Enfin, je suis comédienne normalement. Dans mes collègues, j'étais celle qui retenait le mieux. Et moi, je retenais plus rien. Donc c'était vraiment une catastrophe. Les acouphènes aussi, c'est des choses qui peuvent perdurer pendant très longtemps. Ma voisine, par exemple, qui est aussi électro-hypersensible, elle a eu des acouphènes, mais terribles. Elle entendait un concert de toutes sortes de bruits. C'est comme si elle entendait l'électricité et les radiofréquences. Elle entendait des trucs... Donc c'était vraiment assez gênant. Et c'est seulement après 1 an que finalement, elle a quasiment plus d'acouphènes. Oui, c'est parfois des trucs imperceptibles. Hein. Donc, par exemple, à un moment donné, moi-même, dans ma chambre, dans ma maison, j'ai installé comment on appelle ça, enfin, une antenne Wi-Fi supplémentaire. Oui, c'est ça, un booster. Et c'est ça, et ma femme s'est plainte d'acouphènes. Oui. Et quand tu as enlevé le booster, ça s'est arrêté. Voilà. Voilà. Donc, oui, donc c'est parfois imperceptible, c'est pas forcément toujours très, très grave au début, mais effectivement, oui, la pollution électromagnétique, là, elle est clairement, on peut pas la nier, ça c'est sûr et certain que, voilà, toutes les ondes qui circulent. Ok, et donc, que faire alors si on a... Eh bien, il y a des petits conseils qu'on peut, qu'on peut donner. Mais je dirais, bon, ici par exemple, l'ARES, elle donne des conseils, comment faire pour avoir le moins d'ondes possible chez soi. On peut déjà enlever le Wi-Fi et mettre le câble. Avant, on avait l'Internet câblé et ça marchait très bien. En plus, c'est beaucoup plus sécure, tu as beaucoup moins de chances de hackage quand on est branché avec le câble que quand on est branché par le Wi-Fi. Attention, si on... Oui, le Wi-Fi, c'est beaucoup plus fort que la 5G encore. Ça dépend à quelle distance on est de l'antenne, ça dépend... En fait, la différence avec une antenne, si tu as une antenne 5G à côté de ta maison, eh bien, tu ne sais pas l'éteindre. Elle est là 24 heures sur 24. Ton Wi-Fi, tu peux l'éteindre quand tu veux. Ton GSM, tu peux l'éteindre quand tu veux. Mais l'antenne qui se trouve juste à côté de ta maison, parce qu'on a besoin de mettre la 5G juste à côté de chez toi, eh bien, elle sera là 24 heures sur 24. Et donc, elle bombarde ton corps 24 heures sur 24. Oui, elle est là pour tout le quartier en plus. Elle est là pour tout le quartier. Et en Belgique, on en a partout. Oui, et il y en a de plus en plus. Voilà. Maintenant, attention, si on câble son Internet, il est important d'éteindre le Wi-Fi et sur le modem et sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, en bas à droite, on peut mettre en mode avion. Mais nous avons une bonne nouvelle. Nous avons créé une web-série qui s'appelle « Ma vie en mode avion ». On peut nous trouver sur Facebook.
sous ma vie en mode avion. On peut nous trouver sur YouTube et on a aussi une site web qui est mavieennmodeavion.com. Et donc là, nous faisons des petites capsules. Un peu, on a essayé de rendre ça très accessible au grand public, où on ne parle pas que de l'électrohypersensibilité, mais on parle en fait de l'effet des ondes électromagnétiques sur tous les organismes. Par exemple, notre premier épisode, elle parle du burn-out. Comme vous le savez tous, on a de plus en plus de burn-out dans notre société. En fait, je ne dis pas que tous les burn-out sont des burn-out à cause des ondes électromagnétiques artificielles, mais il y en a quand même bien plus qu'on ne pense. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des problèmes de sommeil. Si vous regardez autour de vous, qui n'a pas de problème de sommeil? Éteignez déjà votre Wi-Fi la nuit, ne mettez pas votre téléphone à charger à côté de votre lit, mettez votre téléphone en mode avion. Et si vous avez un iPhone, par exemple, un iPhone, tu le mets en mode avion, beaucoup d'iPhones continuent à rayonner même en mode avion. Donc voilà, c'est toutes des choses qui sont importantes. Et voilà, moi par exemple, quand je suis devenue électrohypersensible, j'ai acheté ceci. Et donc c'est un petit mesureur d'ondes qui va donc mesurer les hautes fréquences et les basses fréquences. Et donc si tu as des doutes que tu es peut-être électrohypersensible parce que tu t'es reconnu dans différents symptômes, tu as été voir sur ma vie en mode avion, tu te dis « mais moi aussi », eh bien, c'est quand même un bon outil parce qu'on peut véritablement vérifier « ah, là je suis dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'ondes, tiens, j'ai plus de maux de tête ». Moi, à un certain moment, j'étais à tel point sensible que je pouvais quasiment à la seconde près dire « ici, il y a un GSM qui est allumé ». Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux parce que ça fait... Oui, d'ailleurs, tu as détecté la montre connectée de notre ami. J'avais des petits doutes. Je sentais légèrement qu'il y avait quelque chose. Ce n'était pas extrêmement fort, mais quand tu le portes sur le poignet, là, en fait, c'est contre ton corps. Et bon, voilà. Moi, je te conseillerais de... Je ne sais pas de qui tu l'as reçu ou pourquoi tu l'as acheté, mais c'est vraiment pas une bonne chose pour le corps. Voilà. Et oui, c'est vrai que je veux dire, c'est un peu... Beaucoup de gens sont au départ un peu sceptiques en se disant « oui, mais bon, comment est-ce qu'on peut dire que c'est nocif, tout le monde l'utilise, pourquoi est-ce qu'on ne nous prévient pas ?» Eh bien, on nous a prévenus. On nous a prévenus, même au niveau international, avec des appels des médecins, des scientifiques indépendants dans le monde entier. On nous a prévenus 26 fois, et je crois même plus, parce qu'ici ça date de 2020, je crois qu'entre-temps il y a d'autres appels internationaux. Donc il y a eu 26 appels depuis 2002 de scientifiques du monde entier qui disent « écoutez les gars, les ondes électromagnétiques artificielles, danger pour la santé, veuillez faire attention, veuillez législer dans le sens de protéger la population. » Et qu'est-ce que nos gouvernements ont fait? Eh bien, ils augmentent l'électrosmog. Qu'est-ce que tu aurais à répondre par rapport à l'utilisation d'Internet, des ondes en général, mais aussi même d'Internet, par exemple? Parce que ça pollue aussi beaucoup, hein, toutes les centres de calcul. Les data centres, c'est une pollution énorme, c'est clair. Donc en fait, je me souviens que je me suis fait interviewer à un certain moment par Radio Campus et la femme qui m'a interrogée m'a posé une question. Oui, toi, tu es très écologique et tout. Est-ce qu'il faudrait carrément pas tout arrêter? Et là, tu te dis, ok, oui et non. Aujourd'hui, si nous voulons conscientiser, le seul moyen de conscientiser le plus grand nombre... Donc il faut tout arrêter sauf ta chaîne en fait. Mais voilà, je n'ai pas de la réponse, tu vois. Ouais. Actuellement... moi, je crois qu'il faudrait déjà diminuer fortement le plus possible.
Ici, par exemple, dans l'habitat groupé, parce que je suis dans un habitat groupé, on va revenir à ça. Dans l'habitat groupé, donc quand je suis arrivée, j'ai dit voilà, je veux bien rejoindre votre habitat groupé, mais il faudrait que tout le monde soit câblé au niveau Internet. Et il faut que dans les espaces communs, personne n'utilise son GSM. On a dit oui. On a dit oui et puis on a dit ah merde. Il y avait quand même certaines personnes qui avaient difficile avec. Eh bien maintenant, ces mêmes personnes disent mais qu'est-ce que c'est chouette quand on mange ensemble, qu'il n'y a personne qui est sur son GSM. On est vraiment, vraiment ensemble. On est vraiment dans la vie. Et c'est clair que qu'est-ce que c'est chouette de se perdre sur Internet. Même, enfin, je veux dire, moi je ne suis pas sans Internet, je suis sur un Internet câblé et j'ai des moments que je peux me trouver devant Internet jusqu'à 2 heures du matin, parfois aussi en regardant des conneries. Mais, mais je dois dire... C'est bien de l'avouer. Je l'avoue, Ouais, je l'avoue. Si je suis devenue électro-hypersensible, c'est que j'étais beaucoup sur Internet. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas parce que... Mais c'est pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause, ça c'est clair. Mais bon, quand même. Mais je crois que... moi, pour l'instant, je suis encore beaucoup trop sur Internet parce qu'avec la web-série, je dois encore travailler beaucoup sur l'ordinateur et je vise vraiment... Enfin, j'espère vraiment que cette lutte va trouver une réponse positive, qu'il y aura... Mais bon... Je veux dire, c'est un peu désespérant pour l'instant, mais... Oui et non. Mais espérons qu'il y a quand même certaines personnes qui vont commencer à nous écouter et qu'on va diminuer au lieu d'augmenter le trafic. Parce que oui, Internet est un outil génial. Tu as besoin d'une information, tu vas aller chercher, tu fais une recherche. C'est inépuisable quasiment. Mais en même temps... Je veux dire, tu peux passer ta journée, ta nuit sur Internet parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à trouver. Oui, c'est super instructif. Mais bon, c'est quand même aussi super instructif de papoter ensemble, de passer du temps avec des humains au lieu d'être devant un écran. Et malheureusement, nous avons la jeunesse, les jeunes qui sont encore bien plus que nous, complètement addicted aux écrans et qui pour eux en fait, et c'est très tentant et je comprends, je veux dire il y a tellement une panoplie de choses à voir, ça bouge tout le temps, et oui ça pourrait être plus intéressant que la vraie vie, mais est-ce que en vrai, je veux dire, une fois qu'on quitte les écrans, qu'on se trouve dans la vraie vie, qu'on est en train d'échanger, qu'on a du contact humain, est-ce que c'est pas plus enrichissant au final? Est-ce qu'on slow down a little bit? C'est quand même, allez, mes parents parfois me disent oui, mais on a quand même de la chance qu'on a Skype et qu'on peut se parler en Skype. Et moi je leur dis oui, on a cette chance-là, oui. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir vous serrer plus souvent dans mes bras. Et ça, c'est difficile. C'est difficile que je peux aller les voir 2 fois par an. Et pour le reste, je dois me contenter de la vidéo. C'est quand même dur, ça. Et voilà, on est de plus en plus de gens qui sont dans ce cas-là. Et on est parfois des gens qui sont dans le cas où même leurs familles les rejettent parce qu'ils ne les croient pas. Bon, ça arrive de moins en moins parce que je crois que de plus en plus de gens commencent vraiment à se rendre compte qu'il y a un vrai problème. Oui, c'est pas avec les ondes, au moins avec l'utilisation généralisée des tablettes, des GSM et tout ça, ça c'est clair, oui bien sûr, ça tout le monde le voit. Oui, tu vois par exemple, on a eu... Je vais quand même un peu retourner dans ma documentation. Donc on a eu dans le journal Ensemble, on a eu un journaliste, Gérald Anossio, qui a écrit un dossier. Donc là, c'est un dossier que j'ai beaucoup regardé, il est un peu sale. En fait, c'est un dossier de plus d'un an d'articles sur l'électro-hypersensibilité et l'exclusion. Parce que c'est une vraie exclusion
on est coupé, on ne sait plus travailler, on ne sait plus aller voir nos amis, on ne sait plus aller... Si moi je veux aller quelque part, donc là maintenant je fais des cours de tango dans une ferme où les gens ont accepté d'éteindre tous leurs GSM. Mais en fait tu arrives là et tu te dis ok, il faut que je mendie, je viens à mendier, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde pourrait éteindre ? Et voilà, si je veux dire, tu te sens l'emmerdeuse de service. Et c'est difficile. Je veux dire, c'est un des seuls trucs que je peux faire en dehors. Ou si je veux aller voir un spectacle, il faut que je vienne devant le public. Excusez-moi, je suis électro-hypersensible, je suis l'emmerdeuse de service. Est-ce que tout le monde pourrait faire en sorte que je puisse assister au spectacle ? Enfin, on a pu faire ça une fois, depuis que je suis ici. Enfin, c'est quand même pas normal. Tous nos droits fondamentaux sont bafoués. Oui, on renverse un peu la logique, quoi, en fait. Oui, en fait, c'est un peu comme avec la cigarette. À l'époque, si tu demandais à quelqu'un, oui, on est ici dans mon appartement, est-ce que tu peux peut-être aller fumer dehors ? On te regardait, mais purée, mais quelle emmerdeuse ! Aujourd'hui, je veux dire, plus personne ne s'imagine qu'il va allumer une cigarette à l'intérieur de ta maison ou même dans un bar. Et je m'imagine que dans le futur, une fois que ce scandale sanitaire va éclater, parce que je n'ai aucun doute que ce scandale sanitaire va éclater, à un certain moment, les gens vont dire « ça ne te dérange pas que j'allume 2 secondes mon GSM, j'ai un coup de fil urgent à faire ». Mais pour l'instant, c'est bien sûr, c'est encore un scénario futuriste, hein, mais voilà. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose sur la 5G, l'électro-hypersensibilité ? Ben moi, je dirais, allez voir notre site web, maviesenmodeavion.com ou notre page Facebook. Allez voir aussi un peu sur Europeans for Safe Connections. On va vous mettre le lien. C'est vraiment intéressant. Même si c'est un truc qui pour moi pose un grand problème, c'est quand même passionnant. C'est très complexe. Et sachez que en fait ça concerne tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas concerné. Parce que même si vous ne le sentez pas, vous êtes concerné. Même à la rigueur, si votre santé n'a pas des conséquences énormes, il y a les abeilles, il y a les insectes, il y a des animaux. Il y a les arbres, la nature et notre terre. Allez, quand même, on a une super terre, quoi. On a reçu cette terre en cadeau de la vie. Ce serait quand même con, quoi. Ce serait con de la bousiller. C'est tellement important. Et pour moi, le plus grand message aussi, c'est de dire, rencontrons-nous en vrai, serrons-nous dans les bras et vivons notre vie pleinement. Et pas enfermé dans une petite boîte esclave de notre écran. La vie, elle est trop belle. Un dernier sujet que je voulais évoquer avec toi. Donc, grâce à ton électro-hypersensibilité, tu as débarqué ici dans un habitat groupé. Donc, c'était encore une vieille aventure, mais je crois que tu avais cette idée avant déjà de remarquer tes symptômes. Donc, on est ici près de Virton, près d'Arlon, je ne sais pas. Arlon, Virton, les deux. En Gaume, c'est ça ? En Gaume. Ouais. En Gaume. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette aventure humaine ? Parce que certains peut-être fantasment dessus, ont envie de se lancer. Quels sont les... Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter notre histoire et puis donner des conseils à ceux qui voudraient se lancer ? D'accord. En fait, ça fait quand même, je dirais 5 ans, 6 ans que, à force d'avoir été dans la lutte contre le CETA, le TTIP, d'avoir rencontré des agriculteurs, du maraîchage, d'avoir suivi un cours en maraîchage, agroforesterie, que l'idée a grandi dans ma tête de me dire, pourquoi pas un habitat groupé, me reconnecter à la nature, faire pousser mes petits légumes, être plus en autonomie, apprendre à vivre ensemble. Et donc, au moment où je suis devenue électro-hypersensible, j'étais porteuse de projet pour un projet qui était à Velaines, près de Tournai, Ah ouais, c'est ça. et qui est tombé à l'eau.
pour une partie parce que je suis devenue EHS, mais aussi pour une partie parce que le projet s'est tout simplement pas fait. Et donc, quand je me suis enfuie de Bruxelles avec mon camping-car, j'ai continué quand même à me dire, voilà, je vais peut-être trouver un lieu où je vais pouvoir me poser et réaliser ce rêve-là. Et donc, je suis arrivée ici, donc, dans ce collectif qui a accepté moi et mon petit problème. Et donc, au début, on était ici avec très peu. On était sur un site quasi vide. En fait, c'était un site qui était censé être un home pour personnes handicapées. Donc, c'est des bâtiments industriels. C'est assez spécial, avec des grandes fenêtres. Et donc, j'ai choisi mon logement. Et petit à petit, tout le monde est arrivé. Et on a commencé à avoir des réunions de toutes sortes. Et je dirais, vivre ensemble avec d'autres personnes, effectivement, on l'a un peu désappris. Et on est en train de réapprendre. Et c'est quand même, c'est un vrai épisode, c'est un feuilleton. C'est pas facile, mais c'est super chouette, c'est super enrichissant. On apprend beaucoup de choses. On apprend à s'écouter en réunion. On apprend à pas être trop long. On apprend aussi, et ça pour moi c'est une des choses qui est le plus difficile, c'est apprendre à mettre ses limites. Donc, quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît, avec lequel on a difficile, c'est d'aller voir cette personne et de dire « Écoute, j'ai besoin de… » Et là, on apprend la CNV, la communication non violente, etc. Et on apprend à dire à la personne où sont nos limites. Et souvent, enfin, on voit aussi dans l'habitat groupé, parfois des personnes ont envie d'entrer dans notre champ et d'essayer de dire ce qu'on doit faire. Et c'est humain, hein. Je veux dire, nous aussi on le fait. Enfin, tout le monde le fait un peu. Tout le monde essaye parfois de dire oui, mais est-ce que tu ferais pas comme ça ? Et attention, les angoisses, les peurs. Et donc là, il faut dire, écoute, je comprends que tu aies peur, mais moi j'ai besoin de… Ma limite, c'est ça. Et je veux pouvoir prendre mes décisions personnelles de manière délibérée, enfin, sans que on me culpabilise, sans que ceci et cela. Et en fait, ça nous fait vraiment grandir. Parce que, et il faut aussi savoir encaisser, que quelqu'un d'autre te dit, écoute, ta façon de parler là, tu sais, tu as aussi de la violence en toi. Ah oui ? Non, moi je ne suis pas violente, je ne suis jamais violente. Et donc il faut aussi apprendre à accepter que quelqu'un te dit oui, toi aussi tu as ton côté ombre. Et on connaît déjà depuis maintenant, ça fait 2 ans plus ou moins qu'on est ensemble. Et en fait on commence à bien connaître les gens. C'est un peu comme dans un couple. Après 2 ans, tu sais plus ou moins qui t'es en face de toi. Et tu sais là où il ne faut pas aller titiller trop. Et tu sais que voilà, ok, cette personne-là a ce côté-là avec lequel j'ai un peu plus difficile. De quelle manière je peux faire en sorte pour dealer avec ? Ou quelles sont les choses avec lesquelles je ne peux vraiment pas dealer ? Ou je dois vraiment dire, ça, non, il n'en est pas question, tu ne peux pas. Mes limites sont là. Sur ces belles paroles, on va arrêter. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi, Marcos. Ça fait un plaisir. Alors, je ne sais pas si je t'ai raconté, mais la prochaine interview qu'on va faire chez Tinker Jaune, c'est la société sans argent. Ok, excellent. Donc, voilà. Donc, on va… Bon, merci beaucoup, alors. Ok, ben je regarderai certainement.